Qu'est-ce qu'on fait? On la chante? Oui, je pense qu'on va la chanter. Ouais, c'est ce que tu dis. Je m'appelle Léonard. Content de te rencontrer, Wen. Pourquoi vous êtes là? Sûrement pour être ami avec toi et tes papas. Mais je suis très triste. Ben, pourquoi? À cause de ce que je dois faire aujourd'hui. Il y a une femme qui tient un truc. Ça ressemble à une pioche avec une chaîne et un maillet. Tous les quatre, on a une mission importante. C'est peut-être la mission la plus importante de l'histoire du monde. Nous avons été appelés et sommes unis par une vision commune qui maintenant s'impose à nous comme un ordre que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes ici tous les quatre pour empêcher l'apocalypse. Votre famille a été élue pour faire un choix épouvantable. Si vous n'y parvenez pas, ce sera la fin du monde. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, pour le 80e congrès de futurologie, une émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et ça faisait quelques temps, depuis Avatar 2, je crois qu'on n'avait pas fait d'après-séance de film. Et là, on s'est dit avec mon accompagnateur, c'est pas mon invité, c'est mon accompagnateur du jour, Pierrick Thévenet, programmateur du festival, qui m'a proposé quoi, Pierrick? Bonjour et quoi? Bonjour. Je t'ai proposé de parler de Knock at the Cabin, le dernier film de M. Night Shyamalan qui est sorti hier. Film que j'avais même pas connaissance de l'existence, j'avoue, avant que tu me dises tiens, Shyamalan, faut que je m'entraîne à pas manger son nom, a fait un nouveau film, je savais pas, etc. Du coup, je suis allé le voir et puis on va en discuter maintenant. Ouais. Pierrick, ce que je te propose avant toute chose, c'est peut-être de revenir un peu sur ce qu'on a pensé de la filmo du bonhomme, qui est assez en dents de scie, quoi, si on peut parler comme ça. Shyamalan, donc, est un réalisateur américain d'origine indienne, qui a fait beaucoup de films, qui a été considéré à ses débuts comme, je crois qu'on parle de nouveau Spielberg, même si ça voulait rien dire. C'est ça, oui, ouais. J'ai jamais fait trop le lien entre ces films. C'est clair, ça manque de dinosaures, quoi, clairement, enfin pas dans l'immédiat. Mais oui, quand il s'est lancé, on sait que le réalisateur était vraiment très adulé, notamment sur son premier film Sixième Sens.
C'est ça. Moi, Sixième Sens, je l'ai vu. Alors, j'étais assez jeune, ça doit être 90, fin des années 90, Sixième Sens, donc j'avais une dizaine Peut-être d'années. 99, je crois. J'avais une dizaine d'années, 10 ans tout pile, en 99. C'est vrai que c'est un film, on m'entendait parler. Je sais que ma mère a dû aller le voir plusieurs fois en salle, ce qui était assez rare à l'époque, et j'avais l'impression que c'était un phénomène que moi, forcément, j'ai vu un peu plus tard en VHS. Mais oui, on sentait qu'il y avait quelque chose avec ce réalisateur. Moi, j'étais le voir à sa sortie. Le mercredi de sa sortie, j'étais au lycée. J'étais allé voir ça en mode tiens, parce que j'avais vachement au cinéma. Tous les mercredis, j'allais voir un peu la dernière sortie, etc. Et j'avais adoré, moi. Ouais, mais c'était vraiment un super film. Ouais, j'étais gros fan de Bruce Willis aussi, de nature. Et le voir dans un rôle qui sortait un peu de ses actionneurs pour le voir un peu plus en mode acting, enfin dans un rôle plus dramatique, forcément de nature. J'avais kiffé, vraiment. J'étais rentré dedans, je m'étais fait avoir, j'avais eu peur, j'avais fait la fin, tout, etc. J'étais vraiment le client tout à fait partant pour cette aventure, quoi. Est-ce que c'est un film qui sortait un peu de l'ordinaire à l'époque ou... 99, on était quoi? On était pas loin, c'était post-Titanic, à peu de choses près, c'était quelques semaines après, si j'ai pas de bêtises. On était aussi, je crois, après le moment où j'ai vu Starship Troopers, je réfléchis un peu des films que j'ai vus autour à ce moment-là. Ah, j'ai plus trop de souvenirs. Mais je crois qu'on sortait pas mal du Titanic à ce moment-là, vraiment. Ah, je crois qu'il était sorti. Non. 97, Titanic. Ah ouais, 97. Ah, non, bah non, genre, dans ce cas-là, je vois la même salle de cinéma, je vois la même période autour de décembre, janvier, mais pas la même année. Du coup, à 2 ans près, ouais, non, je me gourre de ouf. Sixième Sens, je sais plus, non, ça faisait partie des sorties un peu vraiment plébiscitées par la critique, clairement, qui disait trop bien ce film, etc., allez le voir. Et j'avais beaucoup aimé. Pas grand chose à dire, puisque tout le monde le connaît, j'imagine, le twist, tout le monde le connaît, ça a été repris, reparodié. Ça a, je pense, aussi lancé toute une vague de films un peu de fantômes, hein, clairement. Il y a eu les autres, pas si longtemps après, etc. Ces films un peu d'atmosphère, fantastique, un peu horrifique, qui faisaient un peu peur, mais plus par l'ambiance. On ne devait pas être très loin du projet Blair Witch, même si ça n'a rien à voir. Ouais, c'est 99, projet Blair Witch. Donc ouais, pour moi, c'était une bonne période de cinéma, en tout cas. Et puis c'était avant Matrix aussi. Juste avant. Je me demande si c'est un film qui aujourd'hui est encore vu par des gens qui auraient peut-être une quinzaine d'années. C'est vrai. Ils connaissent le twist de Sixième Sens. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont spoilés de base, etc. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais content en tout cas à l'époque d'avoir l'âge que j'avais, la méconnaissance forcément du twist qu'il y avait à ce moment-là, pour l'avoir découvert en mode vraiment non, ah mais oui, etc. Donc je trouve que c'est une chouette expérience de spectateur de l'époque, enfin et spectatrice aussi, qui pouvait vivre ce moment un peu petit passage de cinéphilique très réussi. Puis j'avais adoré l'area, puis il y avait toute l'ambiance un peu générale de Sixième Sens que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, peu de temps après en le redécouvrant. Ouais, et pareil, c'est un film qui m'a pris. Je pense que c'était l'âge où tu commences à regarder des films en les analysant un peu plus, toi, 10-12 ans. Et j'avais l'impression de voir un grand film, et peut-être un des premiers grands films que je voyais. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc un petit jalon dans l'histoire de Pierrick. Ouais, je pense. Cool. Et ben on va faire tranquillement sa filmo avant d'arriver à on vous a pas dit le plan d'émission, mais en gros on va se faire un peu la filmo, on va dire un peu ce qu'on a pensé des films, puisque on va découvrir assez rapidement que ça part à bout d'un moment un peu en dents de scie, quoi, clairement. Mais effectivement, en tout cas, Shyamalan en 99 sort ce film, succès de ouf. En plus, c'était un film qui n'avait pas coûté extrêmement cher, à part le cachet de Bruce Willis et on va dire la prod en général, et qui a forcément rapporté tas de gros ouf. Enfin, ça film vraiment qui était ultra rentable, donc forcément. Film qui fait un peu autorisant, gros succès public de box-office, etc. Donc on parle vraiment d'un réalisateur qui va peser dans les années qui viennent. C'était vraiment ça en tout cas. Et 1 an plus tard, il sort Incassable, toujours avec Bruce Willis. Que j'ai vu aussi en salle de cinéma en mode le nouveau Shyamalan, nouveau Bruce Willis, donc pour moi c'est pareil, ça cochait les cases et tout en mode trop bien. Anecdote perso, j'ai fait une anecdote perso, mais j'aime bien parce que c'est à cause de Twitch maintenant. J'ai l'habitude de faire des petites parenthèses genre 36-15 ma vie. En avant ce film en Auvergne, la fille avec qui j'étais à ce moment-là m'avait annoncé qu'elle m'avait trompé dans la fée avant de prendre la place de cinéma, donc on était dans la salle de cinéma en train de mater le film en mode ouais, faut qu'on discute. Ce qui me fait beaucoup rire. Mais ça c'est Twitch, c'est vraiment un effet secondaire de Twitch. C'est un moment où tu racontes ta vie quand tu parles des films. Et c'est très drôle après coup. J'étais jeune. Incassable, Bruce Willis, donc
Autre sujet, clairement. Oui, complètement autre style. Là, on part un peu sur le pastiche de films de super-héros, mais pas vraiment remis à sa sauce, je dirais. On ajoute Samuel L. Jackson aussi, en gros acteur. C'est vrai, qui avait bien le vent en poutre à l'époque, de ouf. Hein, il ressortait il n'y a pas si longtemps avant de Une journée en enfer. Il avait fait même avant ça Pulp Fiction. La menace fantôme. La menace fantôme, voilà. C'était vraiment sa grande période. Mais ouais, méga big star quoi à ce moment-là. C'est sûr. Le film est un gros succès aussi. Il a bien fonctionné, peut-être un peu moins que ça a été moins de sensation que Sixième Sens, mais ça confirmait, je trouve, que on allait compter avec Shyamalan et qu'effectivement, quand il prenait des sujets à cœur, comme ici la figure du super-héros, en réinventant un peu une mythologie, etc., en la mettant un peu plus dans un entre guillemets quotidien réaliste. Aller donner quelque chose d'assez nouveau et de réussi avec toujours le drame familial au centre du sujet et qui fonctionne. Moi, c'est mon préféré de Shyamalan en fait. Clairement, c'est de loin mon préféré. Malgré cette histoire dans la file d'attente, etc. Ça va pas gâcher le film, mine de rien, parce que je fais c'est trop bien. Et ouais, je l'ai trouvé assez excellent. Je pense il y a des thématiques qui m'ont peut-être touché. On est beaucoup sur la question de la paternité, hein, forcément aussi dans ce film-là, qui m'ont beaucoup touché. J'étais très touché par outre le fait action, il y en a pas tant que ça de toute façon. Je trouve que ça c'est un film qui pouvait vraiment foutre les larmes aux yeux très rapidement, quoi. Ok. Et toi, du coup? Alors moi, je l'ai vu dans des conditions toutes différentes. J'étais en internat à l'époque. Et on pouvait nous diffuser des films. Et on diffusait un film le mercredi après-midi et un film le mercredi soir. Et il se trouve que je me suis inscrit pour voir Incassable sans forcément savoir quel allait être le film. Et c'est plus tard que j'ai fait le lien avec Sixième Sens. Pareil, je me suis dit, mais ça aussi, c'est un super film. Et ouais, très bon souvenir. Peut-être pas les conditions idéales pour le voir avec une trentaine de personnes sur une petite télé. Ouais. Mais ouais, super souvenir. Puis je commençais déjà à m'intéresser aussi à la figure super-héros. Donc c'est vrai qu'on se dit, tiens... oui, on était tout juste après le premier X-Men de mémoire. Oui, c'était ça. On était proche d'X-Men 2. Enfin, c'est le moment où le super-héros, ça commence à produire, mais vraiment à produire le film des super-héros. Et c'est il a presque, je trouve, un côté un peu en avance sur son temps, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de productions, notamment de séries télé, The Boys, Invincible, Jupiter, machin truc là, et même les Marvel font ça, de déconstruction un peu du super-héros. Oui. Et lui, il l'a fait vraiment très en avance et de manière très intimiste. Ce qu'on retrouve maintenant beaucoup aujourd'hui, parce qu'on a eu la grosse vague de films de super-héros, mais genre on se les tapait, on le sait tous. Hein. Et maintenant, on est plus en mode, on va déconstruire ça, etc. Et lui, il l'a fait vraiment. Et du coup, il a peut-être un côté plus nerd, dans le sens où il tablait moins sur la culture. S'il faisait ça aujourd'hui, il parlerait des Marvel, il pasticherait des trucs comme ça. Et tandis qu'à l'époque, il était plus vraiment proche de la question du comic book en tant qu'objet, la question de BD qui est au centre du sujet notamment. Et je trouve que c'était du bon travail, etc. Et c'est ce proto déconstruction du super-héros est très réussi. Finalement, c'est pas un film qui est sur les films de super-héros, parce qu'à l'époque, les films de super-héros, il y en avait eu, mais c'était pas la vague qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Puis même, ça a préfiguré sur la vague de super-héros, on a eu des Elektra, des Daredevil tout pourris, des années 2000, cette horreur de cinéma s'est un peu plantée à ce moment-là, je trouve, de grand public en tout cas. Voilà pour Incassable. Je sais pas si tu rajoutais quelque chose du Pierrick. Non, alors après, c'est peut-être spoiler un peu la suite de la conversation, mais ça va peut-être être un peu son malheur aussi, le succès d'Incassable, parce que ça lui ouvre des portes qui sont énormes. On lui dit, M. Night, tu peux faire un peu tout ce que tu veux maintenant, et il va commencer à faire un peu ce qu'il veut, quoi. C'est vrai que on n'a pas une grosse connaissance non plus des conditions de production de ces deux premiers films, parce qu'on ne sait pas s'il avait un producteur disait qui après t'as ça comme budget, fais paillage, tu vois. Et effectivement, peut-être tu touches un point. En tout cas, 2 ans plus tard sort Signe avec Mel Gibson notamment. Mel Gibson, Joaquin Phoenix. Ouais. Et Abigail Breslin qui joue la petite fille. Ouais. Et là, c'est déjà beaucoup plus décrié, il me semble. Je me souviens pas de mes souvenirs de visionnage. En fait, Signe, je l'ai revu la semaine dernière en pensant l'avoir jamais vu. Ok. Le film, si je l'ai vu celui-là. Et je me souviens pas de mes souvenirs de visionnage, mais il me semble que c'est déjà un premier qui divise un peu plus par rapport aux deux qui faisaient clairement. Je me souviens de l'époque. Et on comprend pourquoi. Il y a ce thème de la foi, c'est pas forcément un thème qui est universel,
peut-être un peu plus aux États-Unis que chez nous. Le thème de la famille, ça, normalement ça marche, mais là c'est vrai que c'est traité sur une famille éclatée, et puis c'est mélangé à d'autres sujets, notamment l'histoire d'invasion extraterrestre. Il est spécial ce film, je saurais pas le... Et t'aurais pensé quoi en le regardant là, cette semaine ? Eh ben je l'ai trouvé un peu déséquilibré. Ok. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment ce côté sur la famille, qui à l'époque m'aurait moins parlé, mais qui aujourd'hui me parle un petit peu plus. Et toute cette histoire d'invasion et comment elle est traitée, que je sais pas, je trouve que c'est maladroit. Ok. Moi, je me souviens très bien de sa sortie. Nouveau Shyamalan sort, 2 gros succès, 2 films que j'ai beaucoup aimés. Signe, en plus, on part en plein SF, en pleine science-fiction. Grosse promo, je me souviens. J'étais à Lyon, du coup, c'est le moment où je suis arrivé à Lyon pour mes études de cinéma. Et moi, j'avais une grosse attente par rapport à ce film. Et j'ai pas été trop déçu. Effectivement, j'ai moins aimé que les 2 premiers, clairement. J'ai fait ouais, ok, mais par contre je suis bien rentré dans les phases de tension, enfin un peu de, ça m'a fait peur. Enfin c'est un film qui a réussi à me faire peur à des moments, me mettre un peu mal à l'aise par rapport à cette histoire d'invasion, dont je garde plutôt un bon souvenir, mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir en fait. C'est pas un film que je me dis tiens je me referais bien. Autant Incassable, peut-être ce soir je vais rentrer, je vais faire tiens je vais me remater Incassable et je serai content en fait et je passerai un bon moment. Autant Signe c'est pas quelque chose que j'ai envie de trop relancer là comme ça quoi. Aujourd'hui, il serait traité différemment. Aujourd'hui, il parlerait sans doute plus de fake news et ce genre de choses. C'est ça, mais aussi il est un peu en avance sur son temps. Encore une fois, je trouve, on a beaucoup d'objets filmiques pris par le intradiégétique, c'est-à-dire qui sont pris par les personnages, etc. Où on voit les émissions télé qui passent des trucs pris au caméscope à l'époque. Et aujourd'hui, je pense qu'on sera en mode full YouTube, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a sans doute plus de remise en question parce que dans Signe, on voit une famille qui vit très peu d'événements paranormaux. On voit beaucoup à la télé et s'y fie sans remise en question. Donc après, c'est aussi au spectateur de réfléchir à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a plein de théories sur Signe et ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je pense que ce serait pensé différemment. Et d'ailleurs, on en parlera sans doute plus tard, mais on peut faire un lien avec Knock Cabin. Finalement, c'est les 2 films de sa filmo qui sont peut-être les plus en lien, je dirais. Dans le sens où il y a aussi cette question de la foi, il y a cette question des informations à la télévision. C'est vrai qu'en voyant... C'est vrai, tiens, j'y ai pas pensé, je pense que tu fais un beau parallèle du Piri, quoi. Allez, on avance. Alors là, on arrive au film qui a divisé, clairement. Moi, le premier. Donc, Le Village, sorti en 2004. Voilà, histoire d'un village qui vit au milieu de nulle part, enfin qui est un village d'Amish, on va dire d'une certaine manière, pas tout à fait mais presque, et dans lequel on va découvrir en fait c'est pas comme d'hab, la réalité n'est pas la réalité, enfin et en fait rapidement, ce que je pourrais dire sur ce film, c'est que quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, ok. Enfin, quand t'as le twist, tu fais bon, je trouve que t'es pas trop dedans, mais tu fais d'accord, t'acceptes. Moi, j'étais dans l'acceptation. Je fais ah ok, d'accord, c'est ça qui est proposé. Et je fais je l'accepte, mais je suis pas fan, je m'en fous un peu en vrai. Et par contre, je sais que sur le moment, ce que j'ai pensé, je sais que je l'ai revu quelques années plus tard, j'ai passé un bien meilleur moment. Clairement, en connaissant le twist, j'ai passé c'est comme Premier Contact, c'est un des films que on en a parlé l'autre jour sur Twitch d'ailleurs ensemble, que la deuxième revoyure je fais ah ça va, mais c'est pas un film que je relancerai en vrai. Et toi? Et ben moi, je l'ai pas vu, Le Village. Ah oui, c'est vrai, c'est que tu m'as dit. C'est que je l'ai pas vu, je connais l'histoire, et c'est vrai que là, j'ai essayé d'en rattraper certains avant notre émission, et celui-là, il est resté un peu de côté, peut-être parce que c'est celui qui semblait moins me parler. Ouais, celui-là, il a carrément divisé, par contre. Autant Signe, c'était plutôt, ah, c'est cool, mais c'est moins bon que les 2 premiers, enfin, ces 2 premiers films. Autant Le Village, il y a eu des gens qui étaient en mode, ah, c'est vachement bien, c'est du Shyamalan, d'autres qui disaient, ouais, bah, comme moi, qui étaient en mode, ouais, ça va, mais c'est un peu osef, quoi. Enfin, j'étais pas fâché. Et celui-là, par contre, il a carrément divisé. Tout le monde a commencé à faire. Tiens, Shyamalan, peut-être pas aussi révolutionnaire à long terme qu'on pouvait le penser. Et ben du coup, on sait que tu l'as pas vu celui-ci. 2 ans plus tard, 2006, La jeune fille de l'eau. c'est ça que ça commence à se corser de manière assez étonnante, je dirais. La jeune fille de l'eau, je l'ai vu la semaine dernière. Ok, et alors j'ai détesté, j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Je le trouve inintéressant au possible, très convenu dans ses rebondissements, très mal joué aussi, il n'y a aucun acteur qui ressort de manière positive selon moi. Rien à sauver dans Les jeunes filles de l'eau. T'as vu le sous-texte méta absolu de ce film, hein.
Parce que Shyamalan joue l'auteur que personne ne peut comprendre, le critique qui se fait défoncer. Enfin, c'est un film méta où Shyamalan va défoncer du critique concrètement. Et ça fait partie de son caractère tel qu'il était un peu décrit. Mais tant qu'il faisait des bons films, on se dit ouais, c'est pas grave. Un peu en mode je suis le nouveau génie du cinéma et je resterai indépassable. Mais qu'il a commencé à se prendre des critiques, l'ego a dû ramasser sévère et il a produit ce film en mode allez vous faire foutre en fait, clairement quoi. Mais il y a un gros manque de finesse déjà. c'est très grossier et là les critiques ils étaient déjà qu'ils étaient attaqués, donc forcément ils sont un peu défendus. Mais tu vois, même un programmateur qui regarde ça comme toi aujourd'hui, qui fait c'était Osef en fait, même si tu disais je comprends ce qu'il veut dire, mais il le dit de manière tellement bateau, évident. On a littéralement un critique qui se fait manger par un chien. C'est vrai. C'était la figure critique qui se faisait massacrer par le film de Shyamalan, etc. Et je pense que c'est le film où Shyamalan, aujourd'hui, il apparaît plutôt en caméo. Ouais. À l'époque, il essayait de se donner des rôles un peu plus grands dans les films. Il a peut-être encore des vocations d'acteur. Et c'est pas un très bon acteur. Ouais, et puis c'était le rôle qu'il a dedans, le rôle qu'il se donne, c'est-à-dire le type qui fait vraiment grand. Ouais, c'est ça, le Messie a compris. Enfin, je veux dire, ouais, c'est difficilement vraiment pardonnable en fait, parce que c'est vraiment un délire d'auteur où il y a de la thune dedans en plus. Qui est sorti devant des êtres humains. Enfin, s'il est tourné ça chez lui, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de smartphone à l'époque. Mais tu ferais ça il se détend, ça lui permet de faire une petite catharsis, mais c'est sûr que ça a été produit et distribué, donc c'est très étrange film. C'est sûr. Je l'ai pas vu au cinéma, celui-là, je l'ai vu parce que je voyais des trucs et j'étais encore en fac, ouais. Et on me disait, ouais, laisse tomber. Enfin, on me disait même par curiosité malsaine, va pas voir ce truc-là et tout. Et je l'ai vu quelques années plus tard, j'ai fait, ouais, effectivement. Donc je m'étais sauvé une place de cinéma. Et encore 2 ans plus tard, il en sort quand même tous les 2 ans. Entre-temps, il a fait un caméo dans Entourage, on s'en fout. Phénomène, The Happening 2008. 2008, j'avais 19 ans, je commençais à beaucoup aller au cinéma et un peu comme toi avec la jeune fille de l'eau, on m'a dit non, on va pas voir Phénomène. J'ai pas vu au cinéma non plus. Moi. Du Phénomène, tu peux faire l'impasse. Ce qui fait qu'en fait, j'ai fait l'impasse jusqu'à la semaine passée. Et alors Et j'ai cru c'était un film qui allait pouvoir être réévalué. Ouais. Le début est sympa et puis sur la fin ça devient quand même un peu gnangnan. Le personnage de Zooey Deschanel est très très agaçant, donc c'est la compagne de Mark Wahlberg. Leurs interactions sont assez on n'y croit pas vraiment. Je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux personnages. Ouais, j'ai pas trop okay. Et puis l'histoire c'est pas tant, j'ai pas grand chose à reprocher à l'histoire, c'est un film de Shyamalan comme on en verra encore pendant. Ouais, je trouve que moi justement c'est peut-être le film qui me va le plus penser à, c'était justement Knock in the Cabin dont on va parler rapidement, enfin juste après je veux dire, dans peu de temps. Moi ça m'a rappelé un peu ce truc-là. Je trouve qu'il y a un côté, enfin c'est le côté le prémisse, on te propose un prémisse, en gros les gens se suicident, on sait pas pourquoi, et on va essayer de découvrir pourquoi. Et en fait ça donne quelques images un peu fortes comme dans Knocking the Cabin à des moments, juste pour réveiller un peu le spectateur, mais tout ce qui se passe entre n'est pas ouf. Et puis de toute façon il y a même une cote nanar nos jours, vraiment il est considéré, moi je l'ai vu en mode Andy Vix comme c'était un nanar, on me dit regarde c'est un bon nanar. Je sais pas quoi en penser. J'ai pas non plus. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment ultra violents avec ce film. Je suis pas d'une violence extrême, mais je trouve qu'il est juste dispensable et un peu Osef x12 quoi. Ouais, puis je suis pas sûr que ce soit vraiment un nanar non plus. Il y a le jeu des acteurs et des moments, etc. Surtout le jeu des acteurs a été, Mark Wahlberg donc du coup a grave ramassé et pour ça voilà. Mais c'est marrant, ça aurait pu être le film où on tape le plus. Enfin c'est un des films je pense que vous voulez le plus taper sur le réalisateur. Quoique pas tout à fait, on arrive à la suite en vrai. Moi je tape plus sur les acteurs dans celui-là, mais après les acteurs ils sont dirigés par un réalisateur. Oui, ah non, si, je me souviens exactement. Je savais bien que j'avais un truc à dire sur ce film. Si quand je l'ai vu, j'étais juste choqué par la réa. Par exemple, il filme Mark Wahlberg qui dit un truc, attention, l'air, ça fait nous tuer. Et en fait, il finit sa réplique et puis il continue à le filmer encore pendant quelques secondes.
Et tu fais mais coupe, enfin coupe. Et vraiment, je trouve que la réa, c'est vraiment ça, c'est le cadre reste sur l'acteur qui a fini sa réplique. Et il se passerait, l'acteur il a juste fini sa réplique et tout. Enfin, j'ai le sentiment d'eux. Et en fait, ça continue. Et par exemple, je disais mais coupe, on s'en fout, c'est bon. Enfin, c'est pas, je peux dire, il se passe même pas rien derrière cette réplique. Je sais pas, il est pas en train d'espèce de jouer la tristesse ou je sais pas tout ce qu'on pourrait jouer derrière. Ça, et je trouvais que et le montage m'avait très perturbé. C'est ça, je me souviens le plus de ce film. Ouais. 2 ans plus tard, si. Le dernier maître de l'air. Là, c'est vraiment le divorce. Il commence vraiment à être consommé pour de bon, quoi. Le dernier maître de l'air, pareil, c'est un film que j'ai rattrapé. Là, on était vraiment sur la période où je suivais plus son actualité. Et j'ai trouvé ça pas si pire au final. Je pense que ça s'est vraiment fait défoncer parce que c'était c'est une adaptation d'un animé qui est culte pour beaucoup de gens. Et je trouve qu'au final, c'était très ambitieux. J'ai enchaîné en regardant la première saison donc, de cette série de l'Avatar, le dernier maître de l'air, disponible sur Netflix. Et c'est très ambitieux de vouloir adapter une saison de 20 épisodes de 20 minutes en 1h30. Ouais. Mais en soi, pour des enfants, ça sort. Disons que c'est au-dessus du lot de fantasy jeunesse qu'on a aujourd'hui. Ouais. Je trouve que ça sortirait aujourd'hui, ce serait sans doute beaucoup mieux accepté. De mon côté, je l'ai vu en mode... je connaissais pas la série. C'était Osef, en fait. Tout ce que j'ai vu, d'avoir vu des personnages de série, ce qui m'a un peu choqué, c'est que les acteurs qui ont été choisis pour jouer ces deux amis, là, qui sont des êtres racisés dans la série, carrément, quoi. Là, sont vraiment une bande de caucasiens l'esquimau, quoi. Et je sais que j'étais en mode... Je sais pas, même sans être au cas de la série, je voyais un peu la tête des personnages parce que j'ai dû devoir 2-3 visuels, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé ces choix un peu zarbi, mais c'est étrange parce qu'à l'époque, je m'en foutais un peu, mais je connaissais vraiment rien du tout, quoi. Et maintenant, ouais, je sais pas, c'est un truc qui m'avait. Mais j'ai pas trop d'arguments à dire plus, c'est un sentiment, quoi. Je pense qu'on n'était pas forcément le public non plus, je pense, c'est visible. Ouais, un peu plus jeune. Ouais, peut-être jeune public. Ouais. Ouais, j'ai pas. Mais je sais qu'effectivement, par contre, il s'est fait défoncer parce que fanbase de la série, il sort ce truc-là et forcément, il se fait défoncer à coups de chevrotine dans la figure, quoi, clairement. Et ça, voilà. Ne faisant pas partie de cette équipe-là, je n'avais à la base aucun a priori, à part peut-être voir un bon film d'action, fantasy un peu bien produit, voilà. Je me demande ce qui l'a poussé à accepter ce projet. Je pense que c'était un peu pour redorer son blason et dire faites-moi à nouveau confiance auprès des studios. Parce que ça lui ressemble pas beaucoup, en fait, ce film. Je retrouve pas grand-chose. Je réfléchis, j'ai le sentiment aussi. Ouais. Et on avance 3 ans plus tard et on arrive à After Earth avec Will Smith et son fils, Jaden. Voilà. J'ai vu au cinéma ou pas, j'en sais rien. Peut-être j'oublie tout le temps. Je sais que après, je sais ce que j'ai vu au cinéma et ce que j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu au cinéma, donc c'était le premier que je voyais au cinéma, il me semble. Je venais d'avoir ma carte de cinéma illimité, je viens d'arriver sur Lyon. On venait juste de se rencontrer. Et c'est ça. Ah non, c'était 2 ans plus tard. Ouais, 2 ans plus tard. Ouais. Après cette période. Une très mauvaise expérience, ce film. Grosse promo autour, forcément, Will Smith qui essaie de mettre en avant son fils. C'est ça sent tellement de ouf. Ça, je trouve un peu gênant, en fait. C'est même complètement gênant, c'est complètement gênant, en fait. Il continue de faire ça avec sa famille, je crois. Mais d'un autre côté, Jaden Smith, moi, je l'ai adoré dans le Karate Kid avec Jackie Chan qui était sorti en 2010. Je l'ai pas vu. Moi, j'étais allé voir ce film-là en mode, moi, je suis un peu fan de Karate Kid, je fais un remake et compagnie, etc. Et en fait, je l'ai surkiffé de ouf. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, et moi, je l'ai vraiment adoré. Jackie Chan est fabuleux, et Jaden Smith est gigantesque dans c'est vraiment un petit bonhomme, c'est vraiment un mini-être, quoi. Mais je dis, putain, ça, ce gamin, s'il continue à bosser comme ça va devenir un putain d'acteur et tout. Et après, tu vois After Earth, quoi. tu fais... Bref. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu que Will Smith soit dedans, en fait. Ouais, il faut peut-être le laisser un peu tranquille. C'est Will Smith qui a produit le Karate Kid. Du coup, c'était dans l'objectif de mettre son gamin en avant, notamment. Mais il y avait quand même...
il y avait pour moi, le Karate Kid de 2010, c'est un bon film qui fonctionne bien. Jackie Chan est merveilleux dans un rôle dramatique dedans. Voilà. Et puis ça m'a beaucoup touché. Puis dès que ça touche au Karate Kid et compagnie. Et ça fait que Will Smith a un crédit de producteur aussi sur Cobra Kai. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il, écoute, merci. On peut pas lui enlever ça. After Earth, film loupé dans les grandes largeurs, et il y a le côté, je trouve qu'on voit Shyamalan, vraiment se regarder réaliser, quoi. Parfois il fait des plans en mode regardez, je réalise, enfin parfois il pose ses plans, puis il fait une espèce de composition, puis il est en mode ouais, enfin, et ça fonctionne pas, quoi. Tu l'as revu? Je l'ai peut-être vu 2 fois dans ma vie. D'accord. Mais je sais même plus quoi, je me rappelle plus quand, en fait. On va avancer un peu parce qu'après on parlera jamais de The Visit, que je n'ai pas vu, 2015. Donc là il y a combien d'écart entre les deux films? 2 ans. 2 ans, ok. Il fait un gros rétro-pédalage. Ouais. Il revient sur un film beaucoup plus intimiste. J'en ai entendu parler, oui. Ça doit être un de ses plus petits budgets, je pense. Je sais pas si tu as l'info sous les yeux. Si, je peux regarder ça. Donc c'est 4 acteurs principaux, presque un huis clos, sur 2 enfants qui partent en visite. C'est $5 millions, ouais, effectivement. $5 millions, c'est rien. C'était 130 millions pour After Earth, quoi. Oui. Je vais pas faire le calcul, je vais pas faire la division, je vais pas faire la règle de 3, mais je pense que le pourcentage doit être très rigolo. Le village, c'était 60 millions, et Incassable, c'était 75 millions, quoi. Désolé, j'ai eu ça sous les yeux. Oui, je savais que l'info existait assez facilement trouvable. Donc oui, c'est un gros changement entre quand tu passes d'un film dans 30 millions à un film à 5 millions. Ah ouais. Et en vérité, ça lui réussit The Visit un film très sympathique. À voir en VO. Je l'ai vu en VF la première fois, et c'est un peu une catastrophe. Forcément, on a des enfants et des adolescents à doubler, c'est pas toujours une réussite. Il y a du rap qui a été traduit. C'est dangereux, ça. À voir en VO, mais quand c'est en VO, c'est un bon film d'horreur, horreur-angoisse. Le parallèle que je ferais là en voyant grosse production, petite production, et il réussit plus les petites productions et moins les grandes, ça me rappelle Carpenter, en fait, qui à un moment était vraiment en mode on lui file une grosse prod et puis c'est un peu moyen, voir ça marche pas, et puis d'un coup on retrouve un petit budget merde, forcément j'ai pas retrouvé les titres, et nous vous pond un putain de chef d'œuvre, puis on lui redonne un gros budget parce que ça a marché, puis c'est pas fou, puis là, à la fin des années 80, début 90, il a vraiment enchaîné comme ça, et tous ces petits budgets sont juste aujourd'hui des films comme Invasion Los Angeles, j'ai pas retrouvé le film, un autre des films. Et je trouve que ça fait peut-être partie de ces auteurs-réalisateurs qui, effectivement, réussissent quand ils sont contraints, en fait, et quand on leur laisse trop de machin, trop de moyens, c'est pas ouf, quoi. Ouais, je pense que des fois, les studios devraient se dire, c'est bien d'avoir un petit réalisateur qui va nous ramener 50 fois le budget qu'on lui a donné. Même si au final, ça fait des sommes qui restent modestes. Allez, on continue. Ensuite, Split 2017. Pareil, c'est pas un gros budget, ça, je crois, mais un peu plus conséquent que The Visit, c'est sûr. Donc, que j'ai vu et que j'ai plutôt bien aimé. Il fonctionne. C'est un film qui fonctionne bien. Moi, j'étais en mode, chez Shyamalan, un peu de retour. Enfin, c'était certainement sur The Visit, mais vu que je l'ai pas vu, j'avais pas pu me dire ça. J'essaie de trouver les infos. Il y a beaucoup d'infos dessus. En termes de promotion, Split, il avait été beaucoup mis en avant, comme le retour de Shyamalan. Ouais. Je me souviens, là on est à Lyon, sur le centre commercial de la Part-Dieu, on avait des grosses affiches de Split. Ah ouais? Je m'en souviens pas de ça. Oui, le film était beaucoup vendu, alors que The Visit, personne n'en avait entendu parler, par les rares gens qui l'ont vu au cinéma. James McAvoy, qui était un acteur en vogue à l'époque. C'est $9 millions pour celui-ci. Donc il a rajouté un petit billet en plus, quoi. Il y rajoute une vraie plus-value. On pourrait penser que c'est un film qui a coûté plus que ça, je trouve, en termes de décor. Il fonctionne, c'est un film qui fonctionne bien. Et moi, j'ai eu mes petites palpitations parce que je ne savais pas que ça allait arriver. Mais à la fin du film, donc spoiler, mais bon, c'est 3000 ans après. À la fin, on entend les notes d'Incassable avant de voir Bruce Willis, qu'on comprend que d'un coup c'est le même univers. Et moi, forcément, Incassable, comme je disais, c'était mon film préféré. J'ai juste entendu ces notes, j'ai fait. C'est vraiment, je me suis soulevé en mode. Ouais, toi, il y a ces notes, et j'étais vraiment comme un dingue. Et d'un coup, je vois Bruce Willis apparaître en mode son personnage d'Incassable, et j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, quoi.
Et voilà, c'était un petit moment de cinéphilie personnelle un peu réussi. J'avais passé un bon film, mais c'était ma petite cerise en mode qu'est-ce qui se passe, c'est cool, ça me fait plaisir ce que je suis en train de voir, en mode ça va être trop bien. Et c'est 2 ans plus tard, 2019, Glass. Ouais, et là, c'est la retombée. Donc Glass qui a annoncé juste après Split. Oui, et trop bien, moi j'étais comme un dingue. J'avais trouvé que le lien entre Split et Glass avait été, et Incassable avait été fait de manière un peu facile. 20 millions de budget. Mais je trouvais que le lien pour rattacher ça à une franchise était un peu facile. Ce Bruce Willis qui est dans un restaurant qui dit tiens, ça me fait penser, il y a 20 ans. Moi aussi j'ai fait la bagarre. Et oui, mais par contre, tout le monde va voir Glass en se disant que c'est Samuel L. Jackson qui revient, Bruce Willis dans son rôle, enfin. Toujours et Split réussit. Anna Taylor-Joy qui a commencé à percer, qui était dans Split, qui a commencé à percer doucement entre temps. Et pour moi, c'est la dégringolade. En fait, il y a un côté Star Wars 8 en fait. Même s'il n'y a rien à voir forcément dans plein de domaines, mais c'est le côté on va subvertir les attentes, c'est-à-dire vous attendez à ça, je vais vous donner ça, on va toujours en mode je vais vous surprendre, c'est incroyable, je vous retourne la tête, etc. Sauf que j'étais dégoûté moi en fait. Qui décide de dire je vais essayer de transformer ce que vous attendez, je suis d'accord. Mais c'est quand même Bruce Willis, le personnage de Bruce Willis qui meurt dans une flaque d'eau, c'est un truc vraiment gênant. Que ce soit anticlimatique, ça peut être vraiment intéressant. Mais j'ai pas de mots en fait. Cette histoire de société secrète. Mais et puis complètement con dans le restaurant. Là. D'un coup, tout le monde. Il y a rien qui. Même quand tu es en mode je veux bien y croire, tu fais c'est quand même un peu. Faut vraiment qu'il y ait plein de paramètres pour qu'un truc pareil arrive. Imagine, tu rejoins une société secrète et au final, tu finis serveur dans un restaurant. Tout est lié. Il y avait plein... Et pourtant les 20 premières minutes de Glass, 10 premières minutes où il affronte justement Split, Glass, je veux dire Incassable, je me rappelle plus le nom des personnages. Je trouve que ça démarrait bien, on se retrouvait un peu les personnages qui s'affrontent. Je suis un peu venu voir ça clairement. Et d'un coup c'est pendant cet hôpital et j'ai dû m'endormir pendant un petit moment parce qu'il y a des moments, et je sais pas, bref. Les salles dans l'hôpital, ils leur ont conçu des cellules qui sont par rapport aux faiblesses des uns des autres. Et ça, c'est intéressant 5 minutes, mais c'est vrai qu'après, dès qu'on rentre dans l'intrigue profonde du film, là, on se dit pourquoi finir la trilogie là-dessus, en fait. Ça semble vraiment un espèce d'auto-sabotage, mais qui n'en est pas un, parce que c'est ce qu'il voulait faire, mais... Ou alors il savait pas quoi faire, donc il a fait ça. Je sais, faudrait regarder. On va pas trop rester forcément pour arriver enfin au film du jour. Mais ouais, tu te fais quoi. Est-ce qu'ils sont anticlimactiques, j'entends vraiment. J'entends cette idée, je la trouve cool, mais faut que ce soit un peu bien fait, quoi. C'est sûr. Et là, pas du tout. Non, même je pense avec les meilleures intentions, tu fais laisse tomber, quoi. Allez, on est laid il y a 2 ans, puisqu'on est en 2023. Old, déjà un film, déjà comme le film qu'on va voir juste après, donc Knocking the Cabin, adapté d'un bouquin ou d'une BD, je crois. D'une BD, ouais, c'est ça. Film que je n'ai pas vu en salle, mais que j'ai vu après, quelque part, certainement. Et que je partage un peu l'avis des critiques qui disent en gros que c'est un film qui a 50% de bon et 50% de nul. En fait, je trouve qu'il est vraiment, il est vraiment en cheval entre c'est cool ce qui se passe, et puis il y a des moments où tu fais putain et tout. Je sais pas, je le déteste pas, mais je suis en mode il est trop en dents de scie, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. La fin m'a un peu déçu. Je pense qu'il a vraiment ce blocage de vouloir mettre en place des twists à la fin de ses films. Ouais. Je pense qu'on l'a connu pour ça. Oui. Et ils sont obligés d'avoir toujours une fin qui soit un peu forte, ce qui peut paraître décevante. La BD est beaucoup mieux. Ok. Je l'ai lu dans l'été qui a suivi, en fait. Ok. Quand j'ai des amis qui l'avaient. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus BD 1D en noir et blanc. Un trait assez simple, mais c'est beaucoup plus intéressant. Et je me le lise, un de ces 4. Allez, on passe au film du jour parce qu'on a vraiment passé une grosse demi-heure dessus. Mais c'est bien, ça nous a permis d'aborder le dernier film. Donc, film qui est sorti hier en salle, Knock in the Cabin, donc forcément de Shyamalan, qui est réalisateur, scénariste et producteur. Et bon, c'est tiré d'un bouquin. Le bouquin, je pense, c'est vachement chouette en vrai. Il sort aujourd'hui en français.
Ah ouais, ok. Ouais. Ah, ça m'a donné un... Ouais, parce que en regardant le film, je fais, ah tiens, le bouquin doit être sympa. Et est-ce que tu veux résumer un tout petit peu le pitch ? Oui, donc c'est une famille qui part en vacances ou en week-end avec leur fille, donc c'est un couple homoparental, dans un chalet assez isolé au bord d'un lac. Et au début du film, 4 personnes arrivent chez eux, les séquestrent et leur donnent un choix. Je ne sais pas si on peut le dire. C'est dans la bande-annonce ou pas ? Oui, c'est dans la bande-annonce. Bande-annonce, bon, on peut le dire là. C'est dans la bande-annonce. Ouais. On leur dit qu'ils vont devoir sacrifier l'un d'eux pour éviter l'apocalypse. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Pierrick ? J'ai trouvé que les acteurs étaient tous très bons. Bah, Dave Bautista, absolument génial. Hein. C'est une révélation. Ah ouais. Mais je trouve que c'est un acteur qui a déjà beaucoup de charisme de nature. Enfin, dans les rôles qu'il a eu, même dans les rôles qui pouvaient être forcément Avengers et compagnie. Mais qui se révèle de plus en plus des films, qui a choisir des films plutôt cool et qui est vraiment potentiel de malade mental, quoi. A priori, Shyamalan l'a choisi après l'avoir vu dans Blade Runner 2049. Ok. Son rôle qui est au début du film, donc un très petit rôle, mais oui, qui est assez marquant, on s'en souvient. Et oui, c'est ça qui l'aurait convaincu de le choisir. Okay. Mais entre-temps, nous, on l'a vu dans des trucs très sympathiques. Il était dans Glass Onion récemment. Ouais. Les Gardiens de la Galaxie, bon, c'est un des acteurs... Ouais. Peut-être un des acteurs qui joue le plus juste, en fait, même dans les Gardiens. Ouais, il est très bien, il a des bons moments, etc. Ouais. Et sinon, du film en général oui, le film en général. L'histoire m'a beaucoup plu. Je trouve qu'on est bien pris dedans. Quand le doute s'immisce dans les personnages, il s'immisce chez nous aussi, chez moi. Pareil, toujours avec Shyamalan, une fin qui me laisse un peu dubitatif. J'aurais peut-être préféré quelque chose de moins tranché. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et ben pour ma petite opinion personnelle, j'ai passé plutôt un bon moment. Clairement. Pas en mode super film. J'ai des choses un peu à lui reprocher clairement, mais qui sont dues, je trouve, certainement à notre époque. Des questions de production, etc. En gros, j'ai passé quand même plutôt un bon moment. Ça fonctionne. Je m'en fous un peu de ce film, clairement. Mais le boulot est fait. Je trouve que c'est un film qui fait son boulot, qui a son pitch, qui va le tenir, qui a une espèce de huis clos, quasiment complètement à huis clos. Et arrive, c'est quand je lui ai duré, je fais oh putain, ça dure quasiment 2 heures. J'ai eu peur, hein. Moi dès que je vois ça, je flippe maintenant en salle. Je fais oh putain, ça je me fasse pas chier, quoi. L'expérience Avatar m'a traumatisé à vie. Et en fait, non, je trouve que je les ai pas trop sentis passer, même pas du tout en vrai. Non, oui, c'est pour moi un vrai grand compliment en fait, hein, vraiment. Et ce que je m'étais noté sur mon petit téléphone pendant la séance, c'est qu'en gros, je me suis dit, en fait, ok, on voit ça en salle et c'est cool, mais j'ai trouvé que ça ressemblait vachement à une prod Netflix. Hein. Des films qui nous sortent à tout va, etc., un peu apocalypse, post-apo, pré-apo, tout ce qu'on veut. Et j'étais pendant en mode... Je trouvais qu'il y avait une espèce de cahier des charges Netflix derrière ce film, vraiment. Dans le thème, je suis d'accord, dans le ton, peut-être pas forcément. Netflix ont du mal à nous faire des films qui... un côté un peu plus léger. Là, c'est quand même un film qui peut être violent. Alors, beaucoup de choses sont sous-entendues plus que montrées, mais je trouve que c'est quand même plus sombre qu'une prod Netflix lambda. Moi, c'était, je sais pas, enfin, je peux plus, les prods Netflix, j'en peux plus, enfin, je ne regarde plus les films originaux, enfin, etc. Je regardais en mode etc. Mais franchement, ils nous sortent ça, pour augmenter leur catalogue, et de toute façon, faut qu'ils fassent leur beurre d'une manière ou d'une autre. Mais je les déteste vraiment. Toutes leurs prods sont insupportables, originales, enfin, de films, etc. Notamment dans ces thématiques, j'ai aucun titre qui me revient en tête. Mais à un moment, je me suis dit, ok, on a ce truc-là, on a ce côté. J'ai eu ce sentiment en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de Booba ? On aurait pu rester plus longtemps à dire du mal. Je reprends mes petites notes sur mon petit téléphone, comme ça va me revenir pendant que je parle. Du coup, c'est vrai que moi, de mon côté, comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup fait le parallèle avec Signe. Oui, oui, vas-y. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté de la foi dans Signe. Donc, on a un prêtre qui a perdu la foi. Et en même temps, on a le personnage de son frère qui, lui, croit toutes les infos qui vont lui être données par la télévision, il va les croire sans jamais les remettre en question sur son extraterrestre. Et ici, on a un personnage qui a la foi, qui est censé avoir la foi, mais ne veut finalement pas croire ce qu'on lui dit.
et un autre qui lui, malgré toutes les preuves qu'il a, va toujours nier les faits. Ouais. Et je me suis dit, tiens, il y a un peu un parallèle entre ces deux personnages, les deux de... Il y a aussi le lien à la famille, mais ça c'est très présent dans son cinéma en général. Ouais. Et moi j'en étais presque à me dire à la fin, bon, en rigolant, je pensais pas que ça allait se passer, mais qu'on allait avoir Mel Gibson qui allait être avec des verres d'eau et tout. Principal des signes. Et là on annonce une trilogie. Bah, c'est clair. Après voilà, j'ai pris peu de notes, parce que c'était tiré d'un livre, en me disant tiens, heureusement qu'il y a ce bouquin. Si on avait laissé Shyamalan écrire ça un peu tout seul dans son coin, qu'il ait voulu faire la même chose, ça aurait pu être un peu dangereux. Donc il y avait ce bouquin sur lequel s'appuyer. Je trouve que ça sent vraiment l'adaptation et un peu entre guillemets littéral. Après j'en sais rien, j'ai pas eu le bouquin, donc je n'ai aucun moyen vraiment de le savoir. Après, le côté 4 cavaliers de l'Apocalypse, j'ai deviné genre minute 12, quoi. Je regardais juste 2-3 infos de prod au cas où. Parce qu'on prépare pas nos émissions aussi, c'est hors question, c'est contre notre nature. Je sais que le bouquin avait été optionné avant même qu'il sorte. Ok. Et Shyamalan n'a pas été mis sur le projet immédiatement. En fait, il l'a rejoint. Il y avait déjà un scénario qu'il a réécrit. D'accord. Donc, il y a sans doute mis certains de ses thèmes, mais il y avait quand même quelque chose déjà en place avant son arrivée. Toi, j'ai pas les chiffres du genre. Il a coûté combien ce film-là ? Il a coûté 20 millions. Ok. Ah bah c'est pas sur Wiki du coup. 20 millions, donc c'est 2 millions de plus que Holt. Ok. Et en termes d'entrée, il est sorti hier, il a fait à peu près le même nombre d'entrées que ce qu'avait fait Holt, donc c'est une carrière qui va se finir. Oui, qui va se rembourser sans trop de mal, etc. avec les États-Unis, puis le box-office mondial. Chez nous, c'est des films qui sortent face à des comédies françaises, a priori. Oui, c'est Astérix qui est sorti en même temps. Ouais. Astérix est sorti hier, et le même jour que Holt, il y avait Kaamelott qui était sorti. Ok. Comparant les deux, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Oui, c'est un peu de programmation. Oui, c'est vrai que si on veut a priori pas s'infliger Astérix, on le fera la semaine prochaine, au pire. Non, je rigole. Fantastique. Qu'est-ce que tu as pensé de l'AREA ? J'ai trop de trucs à dire sur l'AREA, mais... Il y a des choses que j'ai pas compris et que j'espère que tu puisses peut-être m'éclairer. Tu as peut-être un œil plus avisé là-dessus. Elle m'a pas dérangé, mais il y a certains plans, notamment des plans très resserrés sur les visages qui reviennent souvent. Mais de ouf. Et j'ai pas compris quelle était la volonté derrière. Et je me suis dit que toi, tu verrais peut-être un message que j'aurais Alors je suis pas non plus le plus grand analyste du cinéma du monde, comme on le sait. Mais qu'est-ce que je pourrais dire sur oui, forcément, c'est un film qui filme clairement en centrant, gros plan, les visages qui parlent, etc. Franchement, l'analyse, signification, ce que a voulu faire Shyamalan derrière, on le verra dans une interview éventuellement. En tout cas, c'est là. on peut pas les louper. Clairement, ils sont présents. Je pense qu'on est dans un espèce de huis clos, thriller psychologique, pas horreur, parce que c'est pas un film d'horreur. Il y a ce côté, en fait, c'est des personnes qui essayent de se convaincre, en fait, beaucoup. Donc le fait qu'on passe ces personnages en gros plan, là je fais vraiment une analyse au débeauté absolu. C'est un peu la question de la communication, casser le champ contre champ aussi, un peu classique avec les règles des 180, mais ou sinon c'est Shyamalan qui fait n'importe quoi et qui dit tiens, je vais faire ça pour révolutionner le cinéma. Ça se trouve quelqu'un va dire que je suis le nouveau plus grand réalisateur du monde parce que j'ai fait ça. C'est possible, c'est vrai, je pense que c'est possible. D'accord. Mais j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, ouais, on peut pas les louper. Je trouve qu'ils peuvent être effectivement un petit peu dérangeants des moments. Enfin moi, j'étais pas à fond en me disant ok, il fait ça, j'ai compris, il va le faire. Justement, je me demande si c'est pas fait pour rajouter du malaise dans cette situation qui est un peu oppressante déjà. Ouais, je sais pas trop. J'ai essayé d'y voir quelque chose et je sais pas. Mais ça peut être le cinéma Shyamalan, parfois on essaye d'y voir des choses, etc. Puis je pense que ça se trouve, il a fait des films qui ont marché en mode j'ai fait ça un peu au pif comme ça a trop marché. Je sais pas, j'ai mis ce plan comme ça. Non, ça se trouve beaucoup dans After Earth, ce côté je me regarde un peu réalisé. Ça, c'est pas un film qui se regarde qui va trop se regarder, se réaliser, mais qui quand même un peu, notamment via ses plans. En tout cas, c'est un film qui a le mérite, je trouve, sans dévoiler. On va éviter le spoiler. En fait, je pense qu'on n'a pas trop besoin. Très bien. A le mérite d'être assez jusqu'au boutiste. C'est vrai. Et d'y aller, quoi. Enfin, après son message, après sur le message un peu biblico, machin chouette, il y a cette question de la foi. Pour le retourner de ton côté avec Signe. Je trouve un peu chelou le message de ce film. Là, pareil, je réfléchis comme ça vient.
Je veux dire, ok, si Apocalypse, un dieu va dire ça, on va une famille heureuse, on va la faire sacrifier pour que l'humanité s'en sorte éventuellement. Ouais, je sais pas, j'adhère pas. Il y a une partie de moi, j'arrive pas encore à expliquer. Je l'ai vu que hier, du coup, j'ai pas pris beaucoup de distance, pas encore par rapport à ce film. J'ai pas beaucoup repensé non plus. Et ouais, je sais pas si ça promeut pas un espèce de message que j'aime pas trop. Mais j'ai pas les mots, j'ai pas la grille de lecture, j'ai pas le recul pour le mettre en mots encore. Je peux pas l'analyser là. Mais il y a un truc qui m'a dérangé par rapport à ça. Ouais, je comprends. Je me demande si ce sera plus tard sujet à interprétation. Est-ce que, comme certains de ces films, on me dira est-ce qu'il a voulu dire ça? Est-ce que c'est juste un ressenti? Peut-être ce qu'il cherche à faire, qu'on interprète. C'est genre, vas-y, allez, analysez-moi et tout. Moi, je suis sorti en me disant c'est un film très tranché, mais finalement, on peut peut-être dire qu'il y a des interprétations à faire. C'est pas. Après, c'est avec la question de la foi. C'est toujours compliqué comme sujet à traiter à l'international. Je sais que les États-Unis il y a beaucoup de gens qui sont pratiquants, même s'ils le sont pas, ils sont quand même croyants. Chez nous, c'est moins marqué. Je pense que c'est des choses qui sont peut-être des sujets qui sont peut-être moins là pour nous, plus que pour un public purement. Ouais, c'est un film chrétien de toute façon. Enfin, clairement, on n'aborde pas d'autres religions. Enfin, on est en mode. C'est la mythologie chrétienne, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, etc. On est vraiment en plein dedans, quoi. Je me demande si lui-même est chrétien. Je crois qu'il est né en Inde. Ouais, ça c'est sûr, d'origine indienne. Ça veut pas dire forcément qu'il est hindou. Oui, bien sûr. Mais je me demande s'il est chrétien. Je trouve que dans le sous-texte de ces films, franchement, il y a la question de la foi, même de la croyance pure. C'est-à-dire vraiment de la question de même croire, par exemple, dans le village que t'as pas vu, il y a le côté, même quelle croyance a été mise en place pour protéger la société. Incassable, il y a aussi cette croyance que doit avoir le héros à découvrir s'il est vraiment super-héros, s'il existe ou pas, etc. Il travaille toujours sur les croyances, donc forcément, il va toucher à des moments à la question de la religion, parce qu'on parle de croyance, on peut pas passer à côté clairement. C'est le cas dans La jeune fille de l'eau aussi. Oui, bien sûr. Faut avoir la foi, alors qu'elle soit chrétienne ou autre. Ouais. On est vraiment en plein dedans avec lui. Ça nous permet un peu de. C'était bien qu'on a fait les films d'avant, en fait. Ça nous permet d'avoir un côté transversal assez intéressant, parce que qu'est-ce qu'on aurait vraiment à dire sur Knock in the Cabin, vraiment, si on devait. Est-ce que tu le conseillerais, toi, Pierrick ? Oui, je le conseillerais. Ouais. Je pense que par rapport à la programmation cinéma actuelle là, de début d'année, c'est vraiment un film qui sort un peu du lot et qui mérite d'être vu. Je le trouve au-dessus de Hold, en tout cas. Oui, moi aussi. Ouais, vraiment. Oui, clairement. Vraiment au-dessus de Hold. Oui, ne serait-ce que pour la proposition que c'est au cinéma, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut aller voir aujourd'hui, actuellement. Ok. Ouais, qu'il fasse un peu d'entrée, que Malin puisse refaire des films derrière. Il est toujours un peu sur le fil. Il réussit, il est rentable, mais c'est toujours des petits films. Mais aujourd'hui, les petits films, ça n'existe plus trop. Soit des grosses prods, soit des petits trucs. Des petits films, mais c'est plutôt du moyen, parce que 18-20 millions, c'est déjà du moyen budget. Et c'est compliqué à produire. Donc c'est vrai que si ces films peuvent continuer à être en salle aussi. Ouais. C'est comme tu dis. S'il passe en des DVD, mais direct au DVD, il va finir par péter un câble. Il survivra pas. Mais c'est ça. Et puis même nous, je suis pas sûr qu'on les regardera si ces films sortent. Toi, par exemple, c'est Neil Blomkamp qui aujourd'hui fait des films qui sortent en DTV. Et ben je les regarde pas, alors que s'ils sortaient au cinéma, j'irais un peu intéressé. Mais pareil, c'était un peu une descente aux enfers créative pour lui. Il a fait District 9, trop bien, grand film, tout le monde est comme des dingues. Puis après, il fait bon, d'accord, on part un peu en couille, quoi. Voilà, donc on conseille déjà. Voilà, si vous nous écoutez, allez voir ce film. C'est un bon. Alors voilà, comme vous l'avez peut-être compris, c'est pas un film, je pense. Vous allez dire ce soir je vais voir un putain de grand film de cinéma. Enfin, ou cet après-midi ou ce matin, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez avoir un bon petit truc qui passe actuellement au cinéma, c'est cool. Ouais, c'est un film qui marche. C'est une contre-programmation, donc face à des Astérix, ce genre de choses. Hier, il était 5e au box-office, avec 12 434 entrées. Ok. Donc ça démarre, il faudrait qu'il... Ouais, pas sûr qu'il atteigne le 500 000, mais non, pas sûr. C'est vraiment mal barré, de ouf. Hall les a pas fait, et alors qu'il avait démarré avec des chiffres sensiblement les mêmes le premier jour, donc oui, ce sera plutôt du 400, 450 000. Mais je pense que chez Shyamalan, en fait, il va finir avec ce type de budget-là, et c'est un peu un réa de
Alors c'est pas du ciné B, c'est pas de la série B parce que c'est trop bien produit, mine de rien. Et puis c'est quelqu'un qui c'est quand même qui a quand même des qualités de réalisation ou moins de propositions. Alors je dis pas que les séries B n'ont aucune qualité, mais ça joue beaucoup à la prod, c'est-à-dire les moyens qui sont mis derrière, etc. Et de distribution, ça va de soi. Je pense qu'il va nous pondre comme ça de temps en temps, tous les 2 ans, il va nous sortir un ou 2 ans, il va nous sortir des films comme ça, un peu de cette hauteur, en mode la nouvelle histoire mise en scène par Shyamalan, et puis peut-être en mode adaptation. Enfin, on dit ça parce que ces 2 derniers films sont des adaptations à peu près au même budget et qui racontent pas la même chose, mais qui peuvent se comparer très facilement. C'est ce qu'on pourrait lui souhaiter de mieux en vrai. Hein. Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, c'est une de mes attentes de l'année et je suis pas forcément déçu à ce point de vue-là. Ok. Et voilà, on sait plus quoi dire. On peut parler de nos attentes de l'année si c'est. Ouais, on peut finir là-dessus. Ouais, c'est vrai. Je m'attendais, pour ça j'ai dit on va pas faire le film de chez Shyamalan parce que je me disais on va pas tenir 1 heure là-dessus. C'est pas possible. Même moi je me disais qu'est-ce qu'on allait dire. On allait regarder les chiffres, lire la page Wikipédia, faire du ukulélé. Enfin, on savait pas ce qu'on allait faire. Ouais, bah dis-moi. Moi j'attends beaucoup Mission Impossible. Ah oui, il sort cette année. Ouais, il sort cet été. Mission Impossible, j'ai beaucoup aimé les précédents. Même là, réel je vais en 2 parties. Oui, même réel que les 2 derniers, je crois. Et là, donc, c'est un film en 2 parties, donc qui ont été tournés pas back-to-back parce qu'il y a eu le Covid, mais quasiment. Ça fait partie de nos attentes. Le Spielberg, je ne sais pas trop quoi en attendre. The Fabelmans, un film un peu autobiographique a priori. Ah oui, si j'ai vu. Qui sort le prochain. Et le Oppenheimer de Nolan, c'est cette année aussi, ouais. C'est cette année, j'ai vu la bande-annonce. Ok. Je sais pas. Nolan, ça, c'est un peu le mystère, Nolan. Ça va être très différent de ce qu'il a pu faire dernièrement, mais ça a été Net ou Dunkerque. Ça a l'air très, très intimiste. Et j'ai rien suivi aussi. Je suis pas très à jour. J'ai un peu le nez dans un rétro Twitch puisque je fais en ce moment. Et du coup, et en Marvel, il y a des trucs qui sortent cette année. Marvel, on en a un dans 15 jours qui va être Ant-Man 3. Ah merde. Pourquoi je m'y intéresse pourquoi je m'y intéresse vraiment pas quoi. Ant-Man 3 qui va être sans doute un peu plus sérieux que les 2 précédents. Ok. Mais Seigneur Dieu. Ils ouvrent leur nouvelle phase avec celui-là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Putain, mais phase 4, on a tellement rien à foutre. Oui. Cette phase, c'est vraiment une phase caca quoi. Et genre, oui, je me souviens quand ils ont dit c'est la fin de la phase 4, tu faisais mais. Il s'est passé quoi en fait, Puis voilà, les derniers Marvel, j'ai pas eu toujours un grand amour pour tout ça. Mais ouais, les derniers m'ont fané au plus haut point. Là, ils remettent un peu les choses au plat, ils prévoient sur du long terme, donc il faut voir. Moi, je fais une petite prédiction. Je pense que en fait, Marvel, ça va tenir encore un petit peu, ça va rentrer dans son budget, mais je pense qu'au bout d'un moment, je pense que vraiment tout le monde en aura plus rien à foutre dans vraiment peu de temps. Ouais, j'ai l'impression je pense que les gens en ont un peu rien à foutre, mais là, je pense qu'ils iront faire ça sur 10 ans. Pour les gens, ils vont faire ouais, ok. Enfin, ils vont sortir quelques séries sur Disney+, et ça va s'arrêter là, je pense. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on dit ça quand même, alors je m'interroge. C'était quand Endgame ? Endgame, c'était 2019. Ouais, ça fait 3 ans, c'est pas si vieux. 4 ans bientôt. Ouais, 4 ans, oui. 4 ans bientôt. Il y a des gens qui ont arrêté après Endgame, je crois. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont continué. Les séries ont relancé un peu tout ça. Et puis l'année dernière, on en a eu des pas si mal pour le coup. Alors, je sais que tu vas froncer les sourcils parce que tu n'as pas aimé Doctor Strange, que j'ai trouvé. Mais moi, je sais qu'il y avait une vraie proposition de réalisation derrière. Pas moi, parce que comme tu le sais très bien, j'ai découvert qui était le réalisateur en regardant le générique. Enfin, en voyant son nom apparaître à la fin, pendant le film, je me suis dit, mais qui réalise tas de caca, quoi. Et j'ai vu, je fais, ah merde, c'est Sam Raimi qui fait ce truc-là. J'ai un petit moment cinéphilique très drôle, en fait, où j'ai vraiment pouffé. Vraiment, j'ai rigolé, quoi. J'ai fait, ah putain, c'est lui qui a fait ça et tout. Mais j'en parlais sur Twitch il y a pas très longtemps. Ah oui, j'ai fait une soirée où d'un coup j'ai repassé un peu tous les derniers Star Wars Marvel, je discutais avec le chat et je leur disais Doctor Strange, les gens ont tendance à le défendre parce qu'ils savaient que c'était Sam Raimi, ils sont allés chercher ce qu'ils espéraient y trouver dans Sam Raimi. Un spectateur lambda tel que j'étais à ce moment-là, en ne sachant pas qu'il réalisait ce truc-là, et pas du tout allé chercher. Il dit, je regarde un film. Et j'ai vraiment, c'est une vraie pensée que j'ai eu pendant le film, mais qui réalise ce genre de truc-là, en fait, et tout. Et j'ai vu son nom apparaître, j'ai éclaté de rire, quoi. Voilà, donc je pense que j'étais victime d'autosuggestion. Je pense vraiment, ouais. Ok. Non, mais je comprends, parce qu'effectivement, si j'avais vu le film en sachant que c'était Sam Raimi, même moi, j'aurais fait, ah ouais, d'accord, je vois ci, je vois ça, etc. J'aurais compris des trucs. Je le regardais vraiment avec un regard tout bête et un peu atone, en mode, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais ouais, les seules défenses, c'est comme pour Avatar 2. Putain, je reparle d'Avatar 2. Je trouve de la part de la critique fonctionne pas.
Mais moi, je comprends que le grand public, mais j'ai tout un truc à écrire là-dessus, sur la différence critique grand public, etc. En gros, putain, j'ai parlé d'Avatar 2. Bon, allez, je finis là-dessus. Twitch, je suis en PLS dès que je commence à dire Avatar 2, je pense que les gens, ils déconnectent immédiatement. En gros, je pense que, pour moi, le grand public, il kiffe Avatar 2 trop bien, en fait. Ils vont se faire filmer, ils sont trop bien. Les critiques qui défendent Avatar 2 en parlant de plus grands films de l'histoire du cinéma, là, je suis en mode, on stoppe tout, en fait. Faut s'arrêter. Par contre, je suis trop content que les gens kiffent ce film. Et même le critique qui kiffe ce film, je suis trop content pour eux. Ils ont de la chance. Bande de vénards. Mais les critiques, ils sont en mode, ouais, plus grand film, machin, révolution du cinéma. Je les regarde vraiment avec un regard mais de jugement. Là, je juge. Hein. Là, je suis pas je suis dans la communication interpersonnelle violente, en fait. Et du coup, je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il faut que je sorte ça de mon système, là. Ouais, parce que sinon tu vas parler d'Avatar 2 jusqu'à ce qu'il y ait un film que tu t'étais. C'est clair, c'est enfer. Il vaut peut-être mieux historiser, t'as raison. Ouais, oui, non, il faut. Bah, mais je trouve que vraiment, j'étais sur le Twitch du ciné-club de Monsieur Bobine, qui sont des grands amis du festival, et ils faisaient leur rétro 2022. Et il y avait un relou dans le chat, c'était moi, Avatar 2, vous avez et tout. Je suis en train de troller le chat, en fait. Vraiment, faut que je me calme, en fait. Faut vraiment que je me détende. Ils rigolaient, ils disaient, Jal, vas-y, lâche-nous et tout. Enfin, ils se marraient de ouf, hein, parce qu'ils savaient que c'était moi et que blablabla, ils ont bien capté mon opinion. Mais ouais, moi, je me dis, allez, j'arrête. Enfin, on parlait d'autres films et tout. T'imagines le relou dans le chat qui arrête pas de dire machin, tout. Enfin, ça fatigue même les gens qui t'aiment bien, etc. On est dans la bienveillance. Ouais, presque. C'est sûr. Un dernier petit mot, Pierrick, pour notre dernière minute. Ouais. Je sais pas. Mais aussi, on va sauter le meilleur à Shyamalan. Ouais, de nouveaux projets chouettes. Il n'y a rien d'annoncé actuellement, mais j'espère pour lui qu'il va réussir à faire des choses. Et puis, je pense que je vais lire le bouquin. Ouais, moi aussi, bon, pour en reparler ensemble. Le titre est un peu plus poétique. Je sais pas si c'est pas. Je crois que c'était le même titre. La cabane aux confins du monde. En français, en tout cas. Ah, d'accord, ok. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est la cabane aux confins du monde. C'est vrai qu'ils ont laissé le titre en anglais pour le film. C'est vrai, c'est assez étonnant. Je trouve que c'est pas un film. Enfin, il faut avoir une légère notion en anglais pour le comprendre. On n'est pas non plus sur des mots ou des phrases incompréhensibles anglophones. Mais ouais, c'est étonnant. J'ai juste y pensé là. Ouais, pour le bouquin, ils ont traduit quand même. Ouais. Ouais, c'est marrant. Bref. Eh bien, écoute, un énorme merci, Pierrick, pour cette belle conversation cinéphile d'aujourd'hui. Merci à toi. Et je pense que tu me reproposeras bientôt si tu as une idée, etc. Tu sais bien, hein, tu m'envoies un petit message. Peut-être pas Ant-Man 3, alors. Non, non, franchement, non, on parle pas de Marvel ici. On fera la fèvre. Mais oui, je le ferai, avec plaisir. Eh ben, trop bien. Eh bien, écoutez, les amis, vous étiez sur le 80e congrès de futurologie, une émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. J'étais avec l'ami Pierrick. Merci, mon Pierrick. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose, j'en ai absolument aucune idée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.